C'est parti pour une nouvelle édition de ce JT Business, un magazine d'information essentiellement économique et du business sur la télévision Arc-en-Ciel. Voici les titres. La province du Haut-Katanga a lancé la vente de la farine de maïs issue du stock stratégique constitué des maïs remboursés par ceux qui avaient bénéficié de la subvention en intrants agricoles du gouvernement provincial. La ministre provinciale de l'économie a donné le go de cette opération. C'était à partir de la commune Rouachi. Les détails sont à suivre. Grande interview reçoit Florent Moucha du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Il est analyste des questions économiques. Avec lui, nous parlerons du stock stratégique du gouvernement provincial et son bénéfice à l'économie locale. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Comme annoncé, la ministre provinciale de l'économie, Céline Kanyeba, a officiellement lancé la vente de la farine de maïs Made in Haut-Katanga à partir de la Rouachi. Un sac de 25 kg est vendu à 20 000 francs congolais. La démarche s'inscrit dans le cadre de l'équilibre du marché face justement à la hausse de prix de cette denrée des grandes consommations à Lubumbashi notamment. Reportage. Nous allons déjà commencer dès ce lundi à mettre notre farine sur le marché local et le prix d'un sac de 25 kg va revenir à 20 000 francs. Chose promise, chose due, la farine de maïs Made in Haut-Katanga est désormais sur le marché au prix de 20 000 francs congolais le sac. La vente a commencé par la commune de Rouachi avec comme premier point de vente le bureau communal avant de s'étendre à toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi. La joie était à son comble dans les chefs des premiers acheteurs qui n'ont pas caché leur satisfaction. Tunauza bunga na 20 000 francs commune ya Rouachi. Tunaita bandugu yetu bali beko msite bakuye bunga buku wako. Leo hii banafanya lancement tume kesho na kesho kutwa bunga buku tele 20 000 francs. Tubapatie mbele wale ba commerçant banatuchokesha banatutesa mbaya. Papa Kabula Katwe, mimi nashukuru kwa kupata bunga bwa 20 000 francs. Niko na bama yatima, niko na batoto bakuachana, mimi nilishinda kuuza mbekechi ya 4000, leo mnapata bunga wa 20000. Mungu akubariki na Mungu akongozeye na ile yote tatoka ikuwe ndani ya sheba zazi yako. Amen. C'est la ministre provinciale de l'économie qui a lancé la vente de cette farine au nom du gouverneur Jacques Aboula Katwe. Cécile Kanyeba Munanga a tout d'abord circonscrit l'activité du jour avant de permettre à tout le monde de se procurer cet aliment de base des Haut-Katangais. Na kama tunasema le peuple d'abord ni ntumbo mbele. Ni kwa maana mtoto wa kwanza wa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeye ni Jacques Aboula Katwe anasema tuishe njala ya umu mwetu. Par cette action de haute portée sociale, le gouverneur Jacques Aboula Katwe vient de soulager la population qui a vu le prix de la farine de maïs prendre de l'ascenseur sur le marché. Un sac de farine s'est négocié en effet entre 35 et 40 000 francs congolais à la suite de la dévaluation du franc congolais face au dollar américain. Au même sujet, grâce au maïs remboursé par ceux qui avaient bénéficié de la subvention du gouvernement provincial, le Haut-Katanga s'est constitué un stock stratégique. Question de pouvoir équilibrer le marché quant au prix. Bien géré, ce stock permettra justement, pourra bénéficier à l'économie locale. Arcel Logis et Beni Mwamba pour le reportage. Cette farine, mise en vente par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, est issue de son stock stratégique constitué de maïs remboursé par ceux qui avaient bénéficié de la subvention en intrants agricoles. Il y a lieu d'espérer que ce stock stratégique puisse bénéficier à l'économie locale. Donc le premier impact, c'est que quand la farine de maïs baisse de prix, tous les autres produits suivent directement. Donc ça, ce serait un impact pour le panier de la ménagère. Donc le panier de la ménagère va avoir un impact sérieux. Moi qui ai acheté un sac de farine à 40 000, maintenant pour 40 000, j'en achète 2. Donc il y a déjà un impact sur les moins nantis. Il aura un impact positif par rapport à l'économie domestique. Seule crainte que le commerçant véreux ne saute sur l'occasion en prenant de grandes quantités pour revendre à un prix élevé. Il ne faudrait pas que les commerçants achètent de grandes quantités et vont revendre. Là, les prix ne seront pas baissés. Donc il faudrait que le gouvernement puisse mettre en place des garde-fous. Jusque-là, la farine de maïs issue de ce stock stratégique est vendue normalement.
à la grande satisfaction de Louchoa. Autre titre, le premier des catholiques a séjourné à Kinshasa, capitale congolaise, du mardi au jeudi dernier. Cette visite papale a eu sûrement une incidence sur l'économie de la RDC via le secteur touristique notamment. C'est ce que nous disent ici Brigitte Massangila et Jules Kabamba dans ce reportage. Sur les plans touristiques, vu sous l'angle hôtellerie, restaurant et cafétéria, cette visite papale permettra de générer des recettes car ceux qui ont fait les déplacements pour Kinshasa auront à s'y loger et à manger. Et ça, c'est au niveau direct. Mais au niveau indirect, je crois que dans les traces du pape à Kinshasa ou bien partout où il va passer, ça pourra constituer plus tard un circuit touristique qu'on peut exploiter dans l'avenir dans ce qu'on appelle le tourisme de mémoire. Aussi, lors de ces séjours du pape à Kinshasa, certains étrangers pourront visiter quelques sites touristiques de la capitale et d'autres parties de la République. Les trésors publics se verra approvisionnés. Parce qu'en fait, le pape, c'est un monument donc, vivant. Et c'est lui qui va faire voyager les gens à Kinshasa. Alors ce n'est pas la ville de Kinshasa qu'on va visiter comme site touristique, mais c'est l'arrivée du pape. La dernière visite du pape à Kinshasa date de 1985. Et puis cet autre titre dans le reste de l'actualité. 3 pays africains viennent de signer l'accord pour la facilitation du corridor de Lobito. Il s'agit précisément de l'Angola, la République démocratique du Congo et de la Zambie. Les ministres des Transports de ces 3 États ont fait le déplacement jusqu'à Benguela. Nous sommes en Angola où a eu lieu précisément cette cérémonie. Le récit est signé Marcus Akenda. La signature de cet accord est à inscrire dans l'objectif de faciliter le développement du corridor de Lobito, question de développer ce secteur. Par cet acte, les 3 pays, à travers leurs gouvernements respectifs, visent à améliorer leur économie en permettant de promouvoir des initiatives qui tirent parti et profitent aux populations en général, en particulier celles couvertes par les corridors de Lobito et offrent une route plus efficace et efficiente entre l'Angola, la République démocratique du Congo, la Zambie, que ce soit par terre ou par mer. Les corridors de Lobito s'étendent du port de Lobito situé sur l'océan Atlantique et traversent l'Angola de l'ouest à l'est à travers les provinces de Benguela, Huambo et Mexico. Il couvre les zones minières de la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo et la Copelbert en Zambie. La signature de l'instrument de gouvernance du corridor créera un cadre permettant aux 3 États membres de la SADC d'élaborer conjointement des lois, des politiques, des réglementations et des systèmes de corridors harmonisés et favorisera le développement des infrastructures de manière coordonnée, cohérente, conformément aux traités, aux protocoles et au cadre de développement de la SADC. Le récit était de Jean-Luc Tchani et non de Marcus Akenda. L'Afrique dépasserait le reste des continents en croissance économique au cours des 2 prochaines années au regard de son produit intérieur brut, PIB réel d'environ 4% en moyenne entre 2023 et 2024. C'est un rapport semestriel de la Banque africaine de développement, BAD en abrégé, qui l'a dévoilé fin janvier dernier. Les explications de Marcus Akenda. Selon le même rapport, la croissance moyenne du produit intérieur brut réel en Afrique a ralenti à 3,8% en 2022, contrairement en 2021 où malgré le contexte difficile lié d'abord au choc du Covid, puis à l'évasion de l'Ukraine par la Russie, était à 4,8%. Malgré ces ralentissements, 53 des 54 pays d'Afrique ont affiché une croissance positive. Toutes les 5 régions du continent sont restées résilientes avec des perspectives stables à moyen terme. Ainsi, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Éthiopie
et la Tanzanie, 5 économies africaines les plus performantes de la période pré-Covid, devraient connaître une croissance de plus de 5,5% en moyenne, alors que la République démocratique du Congo, la Gambie, la Libye, le Mozambique, le Niger, le Sénégal et le Togo devraient connaître une croissance supérieure à 5,5%, ce qui serait une excellente opportunité pour l'Afrique qui a besoin de ces performances pour ses perspectives macroéconomiques et son développement durable. Comme le déclare le chargé des Nations Unies à la défense des objectifs de développement durable, je cite, « Cette croissance fera de l'Afrique la composante à croissance rapide de l'économie mondiale. » Toutefois, ce rapport appelle à des mesures monétaires et fiscales robustes et soutenues par des politiques structurelles pour que, quel que soit le vent contraire résultant des chocs socio-économiques mondiaux, l'Afrique puisse rester résiliente. Et puis 3 titres en filigrane avant la grande interview. D'abord, le Fonds monétaire international FMI a passé au scanner les investissements publics en République démocratique du Congo et recommande environ 7 réformes de haute priorité parmi lesquelles on peut retenir l'adoption d'un décret sur la gestion des investissements publics couvrant toutes les phases du cycle de projet, la création d'un bureau unique de coordination et de suivi de projets sur financement extérieur, placé éventuellement sous la tutelle du ministère des Finances et le renforcement de la transparence et de la concurrence dans la passation des marchés publics pour mettre en œuvre ces réformes et assurer leur suivi. Les équipes du Fonds monétaire international ont également produit un plan d'action prioritaire 2022-2024 mis à la disposition du gouvernement Sama Lukonde Kyenge. Et ensuite, la République populaire de Chine est le premier investisseur étranger en République démocratique du Congo qui a conservé sa place pour la 4e fois consécutive, a affirmé l'ambassadeur de la Chine en poste à Kinshasa en République démocratique du Congo. C'était à l'occasion du Nouvel An chinois. Il a fait remarquer que la coopération sino-congolaise a enregistré en 2022 les échanges commerciaux d'une somme d'environ 21,9 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 51% en glissement annuel. Enfin, la République démocratique du Congo est classée à la 166e place sur 180 pays dans le classement de Transparency International publié fin janvier dernier sur l'indice de perception de la corruption au cours de l'année 2022. La RDC a progressé des 3 rangs avec un score de 20 sur 100 contre 19 sur 100 l'année précédente et 169e place en 2021, ce qui représente un recul de la corruption. À présent, place à la grande interview. Florent Moucha, du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Il est analyste des questions économiques. Avec lui, nous parlons du stock stratégique du gouvernement provincial et son bénéfice à l'économie locale. Comme annoncé, grande interview reçoit à M. Florent Moucha. Il est économiste. Avec lui, nous allons parler de cette question. Que faire pour que le stock stratégique du gouvernement provincial en maïs puisse bénéficier à l'économie locale? M. Florent Moucha, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de l'honneur que vous m'accordez d'être pour la première fois sur ce plateau de la télévision Arc-en-Ciel. Merci beaucoup également. Vous êtes économiste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comment tout d'abord vous commentez cette démarche du gouvernement provincial qui consiste à se constituer un stock stratégique pour éventuellement faire face aux différentes crises, n'est-ce pas, que connaît la province du Haut-Katanga à certains moments? Gérer, c'est prévoir, ce qui signifie dans la planification, le gouvernement connaît qu'on connaît des périodes de crise d'approvisionnement en maïs et qu'il faille absolument que nous puissions constituer un stock stratégique. Et parlant de stock stratégique, il y a même à l'époque, je crois, des musées, il y a eu tout un service national chargé de stocks stratégiques. Tous les pays du monde constituent des stocks stratégiques. Et c'est dans ces stocks qu'on puise, en période de crise, pour pallier aux aléas du marché, dans la spéculation du prix, que
pour atténuer ces différents éléments. Donc, à tout moment, nous ne devons pas vivre au jour le jour. Nous devons dire que nous avons une consommation d'une année, 2 ans, 3 ans, qui est là. En cas de crise, nous pouvons y tirer. Tous les pays, même la Zambie, contrôlent sérieusement ces genres de stocks stratégiques et les constituent à tout moment qui peut couvrir une période. C'est comme beaucoup de gens ont l'habitude d'entendre les réserves d'échange. Nous avons besoin de devises à tout moment. La Banque centrale a pris comme mesure de couvrir, de prévoir déjà que dans les 3 mois, dans les 4 mois, nous aurons suffisamment de devises pour couvrir les besoins en importation ou les besoins généraux de Congolais à l'exportation. C'est là le même principe, le même raisonnement que nous pouvons émettre par rapport à la question des stocks stratégiques. Donc, nous encourageons, nous devons encourager le gouvernement provincial en déficit du service national de se constituer des stocks stratégiques. Illustration faite, c'est que à ce moment précis, le Haut-Katanga est en train de connaître ou soit fait face à cette période de soudure telle qu'on a toujours appelée, et l'on assiste déjà à une surchauffe des prix sur le marché en ce qui concerne la farine de maïs. Et donc, c'est à ce moment précis que le gouvernement devra puiser dans ce stock stratégique. C'est d'ailleurs chose qui est faite puisque l'on a assisté tout récemment au lancement de la vente de cette farine de maïs ici à Lubumbashi. C'est vrai que c'est à un prix réduit. Quel commentaire? Effectivement, c'est le rôle central de ces stocks stratégiques. Quand nous nous retrouvons en zone de tension, comme cette période, nous devons absolument utiliser les moyens pour calmer les marchés de telle sorte que le coût social soit suffisamment atténué malgré l'inflation que nous connaissons dans le prix de la farine de maïs. Oui. Et ce qu'a fait le lancement il y a quelques jours de cette campagne ou de cette livraison de la farine de maïs du gouvernement provincial est à soutenir et nous encourageons énormément. Est-ce que nous prions maintenant que les quantités soient des quantités qui peuvent permettre à ce que le marché puisse retrouver son équilibre. Là où que le marché soit inondé. Oui, inondé, c'est une façon de dire. Vous imaginez qu'à Lubumbashi aujourd'hui, aux dernières statistiques, on estimait à 6 millions, 5 millions. Avec des foyers de 6 personnes par ménage, ce qui signifie que nous avons à peu près 1 million de ménages. Imaginez seulement que 1 million de ménages consomment environ 1 kilo de maïs par jour. Ça fait 1 million de kilos de maïs par jour. Fois 365 jours, ça fait 365 millions de kilos de maïs que consomme toute la population de Lubumbashi seulement. Et ce qui signifie, quand on a déjà ces chiffres, on connaît à peu près, on peut estimer, pour dire, pour couvrir 2 ou 3 mois, ça fera à peu près environ une 60aine de millions de tonnes, de kilos de maïs qu'il faut mettre sur le marché. Est-ce que cette quantité, nous l'avons atteint? Comment le dépasser? C'est tout un calcul qui est là derrière. Ce n'est pas des réflexes comme ça. On met 100 tonnes ou 100, combien ça met 100 tonnes, ça fait 100 000 kilos de farine de maïs. C'est une quantité énorme. Mais ça ne signifie rien. C'est 1, 2, 3 jours, c'est fini et tout le monde continue à réclamer. Donc, nous devons penser que cette période couvre, par exemple, de janvier à mars. À mars, oui. Ça fait 3 mois. Oui. 3 mois, ça fait une consommation d'autant. Il faut prévoir cette consommation, cette quantité de consommation qu'il faut mettre à disposition de la population. Ainsi, réellement, le stock stratégique jouera pleinement son rôle. À bien vous comprendre, et c'est là même la grande question qui est sur toutes les lèvres, est-ce que ce stock stratégique couvrira toute la demande en ce qui concerne la farine de maïs? C'est vrai, on a lancé la vente de cette farine de maïs à un prix réduit. Question de permettre au panier de la ménagère de souffler un peu. Question de permettre à ceux qui ont un faible pouvoir d'achat d'avoir cette possibilité de s'approvisionner en cette denrée vitale. Mais la question qui est sur toutes les lèvres, est-ce que la quantité telle que présentée couvrira-t-elle la demande? Selon les explications que vous venez de donner ici, puisqu'on doit tenir compte justement de la demande et en fonction de ça,
constituer un stock stratégique? Question que ça puisse répondre justement. Effectivement, c'est le souci majeur. Il faut se mettre à calculer. Ce ne sont pas des calculs extraordinaires. C'est tout simplement les statistiques que nous prenons de la population, de nos besoins, de ce que nous consommons, et nous en déduisons une moyenne. Quelle est la moyenne par mois pour approvisionner la ville de Lubumbashi? C'est faisable. Et partant, qu'est-ce qu'il faut constituer, quelle quantité qu'il faut constituer comme élément essentiel de nos stocks stratégiques. Et à partir de cet instant, ce sera plus facile pour le gouvernement provincial de réguler le prix de la farine de maïs sur le marché à bon escient, quoi. Dernière question, oui. Allez-y, allez-y. La stratégie trouvée par le gouvernement provincial, c'était de récupérer une quantité de ceux qui ont été soutenus comme justement, ceux qui ont bénéficié de la subvention, du gouvernement, en récupérant cela, ce qui signifie... Il y avait un pourcentage qui revenait au gouvernement provincial. Justement. Est-ce que tous les bénéficiaires ont remboursé? Cette stratégie est efficace, c'est-à-dire nous permet de couvrir les grandes quantités? Il y a encore des questions énormes à se poser. Est-ce que tous les bénéficiaires ont remboursé, ont tenu à leurs engagements? C'est toute la question. Il y a tout cela. Bon, il faut mettre en place aussi un service provincial d'achat maïs, comme on l'a vu en Zambie. C'est-à-dire c'est ce service qui va acheter tous les maïs qui se trouvent dans les environs, ou dans la ceinture verte, ou dans la province. Comme ça, au moins, on est sûr, à ce stade-là, moyennant cette quantité, un stock fixé, idéal à couvrir, que le gouvernement a mis en place une politique qui permet à ce que réellement nous puissions constituer les stocks et les gérer comme il faut. Dernière question, en quoi ce stock stratégique du gouvernement provincial sera bénéfique à l'économie locale? Le stock stratégique, non seulement il couvre le besoin en farine de maïs de la population, le stock stratégique vient au fait atténuer les tensions sur le marché. Et ces tensions sont souvent des tensions inflationnistes. Vous pouvez avoir, vous vous réveillez le demain matin, on vous dit, les sacs de farine de maïs est passé de 25 000 à 40 000. Et vous avez entendu que le gouvernement provincial a lancé son sac de maïs de 25 kg à 20 000. Ce qui signifie, lorsque ça prend quand même du temps sur le marché, que tout le monde sait que je peux aller à tel endroit, je vais trouver mon sac de maïs à 20 000, l'autre qui est voisin va certainement baisser son prix par rapport au fait que le marché a des exigences qu'il faut répondre. Donc, de ce fait, c'est ça le rôle principal des stocks stratégiques, c'est ça le rôle principal qu'on doit avoir et que j'encourage énormément, cette politique d'avoir ce qu'on appelle des cantines populaires. Ce sont des cantines populaires que le gouvernement organise pour permettre à ce que les gagnes-petits puissent couvrir les besoins du mois. Et dans ce genre d'endroits, on retrouve le produit essentiel comme le maïs qui peut être vendu régulièrement et permanemment à ce que nous puissions à tout moment conjurer ces tensions inflationnistes qui naissent du fait que l'offre baisse sur le marché du maïs, des farines de maïs, par rapport à la demande. Monsieur Florent Mouchard, merci. C'est moi qui vous remercie de l'honneur et profitant de l'occasion aussi pour dire à tous les téléspectateurs de la télévision Arc-en-Ciel, bonne année 2023. Dans la suite de ce JT Business, voici à présent les données de la Banque centrale du Congo quant à l'évolution du taux d'échange au 3 février 2023, tel que présenté dans ce tableau. Regardons à présent l'évolution des prix des matières premières sur le marché international selon les données de la Commission nationale de la mercuriale du ministère du Commerce extérieur.
C'en est fini pour cette session des informations essentiellement économiques sur votre télévision. Retrouvez ce JT Business sur nos plateformes digitales, notamment sur notre chaîne YouTube. Tapez Arc-en-Ciel RTV, vous allez retrouver ce JT Business. D'ici jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.